Messieurs, dames, bonjour à tous et bonjour à toi. Bienvenue du coup dans cette petite analyse de Night of Champions. Pardonnez mon air un peu débraillé, je rentre à peine de week-end. J'ai raccourci un petit peu mon week-end pour vous, pour le catch, puisque oui, on est sur un super week-end avec deux pay-per-view consécutifs. Hier soir du coup Night of Champions et ce soir Double or Nothing. Donc demain je vous ferai également la petite review, la petite analyse de ce qui se passe du côté de AEW. Mais aujourd'hui concentrons-nous sur ce qui s'est passé hier en Arabie Saoudite pour la WWE. Et alors pour moi ça a aussi été le moment de m'y remettre un petit peu, puisque alors en ce moment j'ai beaucoup de travail. Alors certes c'est bien pour mes finances personnelles, mais ce n'est pas très bon pour ma passion du catch et également pour la chaîne YouTube, puisque j'ai un petit peu moins de temps de parler de catch, puisque j'ai aussi un peu moins de temps de regarder, et donc forcément c'est lié. Mais là effectivement j'ai pris le temps de regarder Night of Champions. D'ailleurs j'avais complètement zappé que c'était à une heure accessible, puisque c'était à 19 h et moi je me rappelais plus, et du coup je pensais que c'était la nuit. Donc comme d'habitude j'ai regardé ce matin et je me suis retrouvé comme un con en mode j'aurais pu le regarder hier. Bref, c'est pas grave, je vais quand même vous donner mon avis sur ce Night of Champions qui, je le pense, va rester dans l'histoire. Spoiler alert, j'ai adoré le show, mais j'ai pas tout non plus adoré, et on va comme d'habitude analyser match par match. Alors effectivement j'ai pas pu faire les pronostics pour cette fois, et c'est vraiment dommage puisque j'avais un paquet de choses à dire, mais je vais essayer de mixer un petit peu les choses que j'avais à dire en amont avec ce qui s'est vraiment passé. Mais il y avait quand même quelques petits points qui étaient facilement devinables, on va dire, et notamment par rapport au match entre Cody et Brock Lesnar. On y reviendra tout à l'heure, on va démarrer par le commencement. Et mes amis, quel commencement! Jeddah, Saudi Arabia était vraiment en feu, et ça fait plaisir de voir que les fans sont chauds en Arabie Saoudite. On sait qu'au début c'était un petit peu, l'Arabie Saoudite c'était compliqué avec l'ambiance dans les fans et compagnie. Ils savaient pas trop, ils étaient pas trop à l'aise, peut-être qu'ils savaient pas trop s'ils pouvaient aussi s'exprimer fortement, et aujourd'hui maintenant on voit que ça a beaucoup évolué, que voilà, il y a une volonté mutuelle de la part du pays et de la WWE d'organiser vraiment des très bons shows, et on a eu encore une fois un bon show en Arabie Saoudite, et ça devient un petit peu la norme. Quel début en fanfare mes amis, Seth Rollins versus AJ Styles pour couronner le tout nouveau champion du monde poids lourd. Alors est-ce qu'on continue la lignée des champions du monde qui s'est arrêtée en 2013 avec cette ceinture qui ressemble beaucoup, mais c'est pas exactement la même, ou alors on recommence à zéro? Eh bien il semblerait qu'après plusieurs hésitations du côté de la WWE, on ait décidé de recommencer la légende de ce titre à zéro, puisque effectivement c'est pas tout à fait le même qu'avant. Donc en fait c'est ça un petit peu la petite connerie, et finalement ils auraient peut-être mieux fait d'enlever ce logo et de laisser, de refaire revenir la Big Gold Belt classique. Mais on est quand même en 2023, peut-être qu'il faut aussi ajouter un petit peu de modernisme au titre de la WWE, et donc c'est un choix de la WWE qui sans doute sera judicieux à l'avenir. En tout cas, Seth Rollins contre AJ Styles. Seth Rollins avait gagné le tournoi de Raw, AJ Styles celui de SmackDown. Ça j'avais encore eu le temps de voir avant de devoir couper un petit peu, et eh bien mes amis, j'attendais ce match avec une impatience non dissimulée, puisque AJ Styles et Seth Rollins s'étaient déjà affrontés, il me semble, lors d'un Backlash 2019 ou 2021 ou Money in the Bank. Bref, un pay-per-view comme ça au milieu de l'année. J'avais à l'époque adoré ce match, et donc j'avais de grosses espérances sur ce match. Mes espérances ont été tout simplement entendues, puisque j'ai adoré ce match. Alors ça a beaucoup travaillé sur le genou de Seth Rollins. Ce qui m'a un petit peu sorti du match, c'est qu'en fait Seth Rollins a travaillé sur son genou gauche, sauf qu'en fait il s'est plié le genou droit en fait, donc du coup ça m'a un petit peu, en même temps si c'est vraiment fait mal au genou droit, AJ Styles allait pas s'acharner sur ce genou qui était peut-être un peu blessé, mais effectivement quand il fait le topé à travers les cordes, en fait il retombe mal, et tu vois son genou droit qui fait un petit angle un petit peu pas vraiment charnel, l'angle du genou de Seth Rollins, et j'ai eu un petit peu peur, même lui après a tapé un peu dessus. On sait que souvent c'est un espèce de signal quand les catcheurs sont un peu blessés, ils ont tendance à taper dessus, je sais pas, pour voir si ça réagit toujours, ou peut-être pour essayer d'ankyloser un peu et pour pas avoir mal. Mais je pense qu'il a dû se faire une toute petite entorse, ou quand même il a dû, s'il s'en sort avec rien, c'est qu'il a de la chance, parce que quand même son genou a pas mal tourné. Et bref, les genoux de Seth Rollins, on en a déjà parlé pendant des années et des années, ça fait 10 ans qu'on en parle, donc parlons du match. J'ai vraiment bien aimé, je trouve qu'AJ Styles était vraiment le protagoniste parfait pour mettre contre Seth Rollins dans ce match. Il a fait le boulot, AJ Styles, avec sa barbe là, ça lui va super bien, je trouve qu'il a plus de charisme qu'avant avec sa barbe,
il fait plus vilain, il est toujours bon dans le ring, et le match a été très bon. Victoire logique de Seth Rollins, bien sûr, c'était attendu, il ne pouvait en être autrement. Il y a eu des petites nouvelles qui disaient, je sais plus si j'en ai fait une vidéo ou un tweet ou un autre truc, mais qui disaient oui, Seth Rollins, il va faire du cinéma. Là d'ailleurs, ils ont fait ce match-là au début, parce qu'après Seth Rollins, il devait prendre un avion pour retourner aux États-Unis pour le tournage du nouveau film Captain America. Donc en fait, il y avait des obligations de calendrier un peu tortueuses, et donc c'est pour ça qu'ils ont mis aussi ce match en opener. Et donc du coup, il y avait des rumeurs avant ça en disant bah voilà, Seth Rollins peut-être qu'il va se lancer au cinéma et compagnie, donc on sait pas si on va lui donner le titre. Que nenni, on lui donne le titre à Seth Rollins. En plus, c'est Triple H qui est au booking, et Triple H, Seth Rollins c'est son fils, donc clairement en plus c'est lui qui lui donne la ceinture à la fin. Il se retient de lui faire un câlin tellement il l'aime, et ben on l'aime tous, Seth Rollins, comme ça, on l'adore. Il était génial, vraiment, il mérite ce titre, et je suis extrêmement content. C'est la consécration de Seth Rollins à Night of Champions, et je lui souhaite vraiment un beau règne avec un bon booking, mais je ne suis pas inquiet, puisque c'est Triple H qui va s'en charger, à mon avis. Rollins, il va nous sortir des masterclass sur masterclass pour ce titre, et il va tout de suite donner beaucoup de prestige à cette nouvelle ceinture. Ah, par contre, je suis déçu. Comment ça, il a pas fait tourner la ceinture, Seth Rollins? D'habitude, il prend la ceinture comme ça, là, et il la tourne. Là, non, il l'a rien fait tourner du tout. Il a beaucoup célébré, il a beaucoup montré la ceinture. Sans doute qu'il l'a fait tourner quand il est arrivé au bout de la rampe, mais la WWE a déjà envoyé ses pubs de merde. Donc en fait, on n'a rien pu voir, et je suis déçu. Je voulais que Seth Rollins fasse tourner la ceinture comme Patrick Sébastien fait tourner les serviettes, si on veut faire une analogie. Mais il ne l'a pas fait, donc voilà, petite déception par rapport à la ceinture. Ensuite, on a une promo de Cody Rhodes. D'habitude, je parle pas trop des promos, mais là, celle-ci m'a tout de suite interpellé, parce qu'effectivement, on a Cody, la drama queen, qui, voilà, il a mal au bras. Au début, je croyais qu'il lui prenait sa tension. Le docteur, je me suis dit, Cody, il est trop nerveux, il lui prend la tension et tout. Mais non, en fait, il a une attelle, je sais plus comment on appelle ça en anglais, mais bref, il avait le bras cassé, quoi, par Brock Lesnar. Et je me suis dit, en fait, ok, en fait, on nous tease direct la défaite de Cody, et on verra que j'ai eu le nez un peu creux. Becky Lynch versus Trish Stratus, assez long comme match. Je pensais pas qu'ils allaient donner autant de temps à ce match-là, mais pas mal. Je suis emballé zéro par la rivalité. Ça me fait bizarre de voir Trish Stratus comme ça revenir pour affronter Becky Lynch, même si quand même c'est pas trop mal, mais moi ça me fait bizarre. En fait, je sais pas, Trish Stratus c'était une grande catcheuse, une des rares bonnes et grandes catcheuses durant les années précédentes, et notamment l'époque Ruthless Aggression, et là du coup la mettre contre Becky Lynch, je trouve ça un peu bizarre. C'est bizarre, mais l'histoire tient la route, c'est cohérent. Becky Lynch qui revient pour la buter, et elle la bute pas, puisque en plus Zoe Stark arrive de dessous le ring, et d'ailleurs c'est ouf, il y a un arrêt sur image, j'ai vu ça vite fait sur Twitter. En fait, il y a une télé qui est sous le ring, et où il se passe l'action, ce qui se passe dans le ring, du coup, pour qu'en fait la personne qui soit sous le ring puisse savoir à quel moment elle doit sortir, en fait. Et j'ai trouvé ça trop fun, mais finalement trop logique. Donc bref, Zoe Stark qui s'en est pris à Becky Lynch, et qui a permis ensuite à Trish Stratus de gagner ce match, ce qui représente quand même la première des deux grosses surprises durant les matchs féminins, et qui aussi nous met la puce à l'oreille quant à une potentielle revanche lors de Money in the Bank à Londres. J'adore cette ville, c'était génial. Je suis allé il y a pas longtemps. Ali contre Gunther pour le titre intercontinental, et Ali is the new Mansoor. Et oui, puisque bizarrement Mansoor il est plus vraiment la star en Arabie Saoudite, et je pense que sa gimmick actuelle en est peut-être un peu la cause, et donc c'est un peu la faute de Vince McMahon qui avait créé ça il y a quelques années maintenant, et ça me paraît un peu hors contexte de remettre le Mansour d'avant maintenant. Donc l'Arabie Saoudite se trouve de nouveaux héros, ce qui est aussi très bien, je trouve. Et Ali, on nous a montré un petit clip qui était très sympa, où il explique, alors je reparlerai aussi à la fin avec Sami Zayn, mais il explique voilà qu'il est content d'être en Arabie Saoudite, qu'il a pu faire son pèlerinage, et que voilà, il est content de représenter un petit peu l'Arabie Saoudite. Il est rentré du coup au ring avec une tenue traditionnelle dont j'ignore le nom, donc je vais éviter de l'écorcher, et on a eu un match qui était quand même plutôt très bon, et on a eu une opportunité là pour Ali d'aller se frotter quand même à un costaud, hein. Gunther, ça reste quand même un mastodonte maintenant de la WWE, et j'ai trouvé ce match vraiment
vraiment très bon. Et la chimie entre Ali et Gunther était vraiment sympa. Bien entendu, Gunther est absolument imbutable pour le moment et seul un vrai gros catcheur en pleine bourre arrivera à lui enlever cette ceinture des hanches. Mais vraiment bravo à Ali, bravo à Gunther, puisqu'ils ont donné une copie qui était très bonne. Instant promo du coup, après la petite victoire, enfin la grosse victoire de Gunther, encore une fois on nous montre LA Knight dans le public. Le mec qui fait rien depuis des mois, son dernier match en pay-per-view c'était quand même Royal Rumble contre, vous savez, celui qui a disparu là, Bray Wyatt. Et on montre LA Knight encore une fois dans la foule, et le mec, il est giga over. Il est super over. Alors je l'ai pas vu récemment, enfin j'ai pas regardé les 2 derniers SmackDown, mais je sais pas s'il a fait des promos ou pas, je pense même pas. Mais il est archi over, donc foutez LA Knight dans les pay-per-view, écrivez-lui des histoires, envoyez-lui, faites-lui des programmes. J'ai super peur qu'LA Knight, là il est over comme tout, et qu'en fait son overness, on s'en serve pas, et pire en fait que qu'on l'oublie et qu'on le laisse, qu'on le libère en juillet là, parce qu'il paraît qu'il y a la moitié du roster qui va servir en juillet. Donc faites quelque chose avec LA Knight, je vous en prie, ne le laissez pas s'échapper, faites-en quelque chose, il est super. Asuka versus Bianca Belair pour ce qui est la revanche de WrestleMania, si je dis pas de conneries. Ah, j'ai un doute, non je dis pas de conneries. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est un gros match. Surprise, forcément, je ne m'attendais pas une seconde à ce que Asuka finisse par battre Bianca Belair. Asuka a gagné de manière un peu crade, et d'ailleurs au sens propre comme au sens figuré, puisqu'elle s'est foutue de la peinture sur les doigts et après elle a touché le visage de Bianca Belair et les yeux comme ça, c'était dégueulasse. Mais ça lui a permis d'aveugler Bianca Belair et ensuite de lui porter son finish. Je trouvais que c'était moyennement crédible. Il y aurait mieux peut-être valu un bon vieux green mist bien ragoûtant, bien consistant dans le visage de Bianca Belair pour ensuite la couvrir. Parce que là, du coup, ça faisait léger, je trouvais. Pour quelqu'un qui était buildé et construite aussi fort que Bianca Belair, qui n'avait pas perdu depuis un an, plus d'un an même, j'étais un petit peu surpris, j'étais un peu choqué, et je suis quand même assez content qu'Asuka soit championne malgré tout, puisque ça reste une grande championne, depuis en plus qu'elle a fait un petit peu son espèce de repackaging en version Kana. Après je sais pas s'il y a un truc, si Bianca Belair elle s'est blessée, si elle est enceinte, j'ai pas regardé toutes les dernières infos j'avoue, peut-être que vous avez plus d'infos que moi, mais ça paraît quand même surprenant de faire perdre Bianca Belair maintenant, je sais pas, ça me paraît bizarre, mais en tout cas Asuka va être une championne très conquérante, et va nous proposer des affiches très sympas, même si on regrettera un petit peu ce temps où Bianca Belair était championne, puisqu'elle a eu aussi un règne assez légendaire. Un autre match féminin avec Rhea Ripley face à Natalya, et un match qui n'en était pas un, puisque elle s'est fait squasher en quelques grosses dizaines de secondes, on va dire. Il n'y avait pas match. Je crois que c'est l'anniversaire de Natalya en plus hier. Du coup, voilà, joyeux anniversaire Natalya. Et Rhea Ripley conserve son titre de championne. Assurément, Rhea Ripley elle est partie, je pense, pour un règne, à mon avis, aussi long que Bianca Belair, qui s'est fini là cette année. Cody Rhodes face à Brock Lesnar, chapitre 2 de cette certainement trilogie, on y reviendra, tout le monde s'en doutait un petit peu, mais effectivement, on nous a beaucoup montré Cody blessé, Cody en fait des tonnes, comme d'habitude, il montre bien qu'il a mal au bras, puis il le lève pas, là, quand il y a le wow-wow, ok. Ensuite, on voit bien le plâtre, il y a toute une espèce de storytelling qui est créé autour de ça, avec Brock qui va chercher absolument à choper le bras, forcément, mais tout est logique, hein, et je suis absolument pas ironique, parce que finalement, c'est certes prévisible, mais c'est bien réalisé, donc c'était très bien, je suis très content. Et donc forcément au bout d'un moment, Broco il attrape le bras et commence à le plier dans tous les sens. Après Cody Rhodes il va se réveiller, il va se rendre compte en mettant un coup de bras à Brock Lesnar que ça lui fait mal au Broco, donc du coup il va continuer. En fait ça me rappelait vachement le match entre l'Undertaker et Brock Lesnar en 2002, donc il y a plus de 20 ans, le Hell in a Cell où Brock Lesnar avait cassé le bras de l'Undertaker. Je sais pas si c'était legit ou pas à l'époque, c'était peut-être legit, mais en gros le Taker avait un plâtre, un vrai plâtre, hein, par contre pas ces trucs nouvelle génération, high-tech et tout, non, un plâtre, tu tapes dessus, tu perds un doigt. Et du coup l'Undertaker il avait buté Lesnar avec ça, il y avait du sang partout, enfin bref. Je vous conseille absolument ce match de
Unforgiven 2002 ou No Mercy 2002? Les deux, regardez les deux. Bref, Brock Lesnar, il finit quand même par attraper le bras, puisque c'est quand même sa mission. Il fait d'abord une première Kimura en version assise, et là je me suis dit, waouh, là ils ont trouvé un truc qui est vraiment sympa, puisque la Kimura assise, il y a juste rien à faire en fait. Quand Brock Lesnar est sur toi, 140 kg, 150 avec les 10 kg de sueur qu'il lâche à chaque match, et il chope Cody et c'est terminé. Mais après, bon, Cody, je me suis dit en fait, il va pass out dès la première Kimura, il va pass out parce que voilà, enfin, s'évanouir quoi, et perdre parce que il n'y a pas moyen de s'en sortir. Et il a réussi à bouger un peu ses fesses pour aller choper la corde. Ok, donc là je me suis dit, tiens, le fait qu'il n'ait pas abandonné maintenant, est-ce qu'en fait la WWE va pas nous surprendre et nous faire gagner Cody une deuxième fois, et cette fois-ci de manière clean, même si à aucun moment je pensais que Cody allait gagner ce match. Et en fait, eh ben non, parce que Brock Lesnar, il va pas se faire piéger une deuxième fois. On a eu quelques petits récaps, quelques petits souvenirs du match de Backlash où Cody a gagné un peu sale, hein, puisque voilà, en plus, hein, il a gagné sale, il a pété le front de Lesnar, ensuite il a gagné sur une espèce de... Enfin, il était dans la soumission, mais ensuite il a cloué les épaules de Lesnar qui n'était même pas au sol à Backlash, c'était horrible. Mais en tout cas, Lesnar va jouer sur ça, et il va pas se faire piéger une deuxième fois, il va rattraper le bras de Cody, et cette fois-ci, basta, c'est terminé, Cody dans les vapes, dans les pommes, bon, il se réveille 2 secondes après pour aller saluer les fans, mais Brock Lesnar gagne ce match, et j'étais absolument content de cette décision, puisque pour moi elle paraît tout à fait logique dans une storyline long terme. On a souvent le face qui gagne le premier match, le heel qui gagne le deuxième, et ensuite la belle. Je ne sais pas si la belle sera à Money in the Bank ou à SummerSlam. Je pense, c'est mon scénario, mais je pense qu'il est assez crédible que en fait Cody Rhodes, enfin Brock Lesnar va pas être là les prochaines semaines, Cody Rhodes va se pencher sur le Money in the Bank, Cody Rhodes va participer au Money in the Bank à Londres, et Brock Lesnar va se pointer pendant le Money in the Bank, et il va buter Cody pour X ou Y raison, et ensuite on fait la belle à SummerSlam, et on aura eu 3 mois de booking pour Cody Rhodes. Parfait, nickel. On pourra ensuite passer sur un autre challenger, Finn Balor par exemple, ou Seth Rollins, ah bah non, les deux sont face, mais Finn Balor par exemple jusqu'à la fin de l'année, et ensuite tu pars sur Roman Reigns 2. Et ça, on va pas faire du chrony maintenant, parce que déjà que ça fait un bail que je parle, donc on verra plus tard. Mais comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai plein de choses à dire. Et le main event, les amis, il me faudra toute une vidéo pour parler de ce match. Alors, le match en lui-même, bof, ça reste en fait finalement un match par équipe assez standard, avec un scénario de match par équipe standard. C'est-à-dire le face qui est là, qui se fait buter, qui veut absolument faire passer le flambeau à son ami. Mais revenons déjà à la base de tout, les entrées. Alors, l'entrée de Roman Reigns dure des plombes, pas de problème, c'est toujours aussi sympa. Kevin Owens et Sami Zayn, j'ai adoré son entrée. Sami Zayn, c'est pareil, il se passe un truc avec Sami Zayn, puisque... On le sait, Sami Zayn, il n'avait pas le droit d'aller en Arabie Saoudite ces dernières années pour des raisons qui m'échappent un petit peu et qui ne m'intéressent pas vraiment, toutes ces décisions politiques un peu. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le catch. Mais ce dont je ne me fous pas, c'est qu'en fait, Sami Zayn est aujourd'hui autorisé à se rendre en Arabie Saoudite et que ça lui fait extrêmement plaisir. Il est très content. J'ai cru voir qu'il a fait lui aussi un pèlerinage à la Mecque, puisqu'il est musulman également, Sami Zayn. Il a pu montrer du coup sa joie et sa fierté d'aller dans ce lieu sacré pour sa religion. Il en était très content et j'étais très content pour lui. Là c'est pareil, il est rentré aussi dans une tenue traditionnelle dont je ne connais pas le nom également, mais c'est très intense finalement pour les fans. Il a aussi parlé un petit peu en arabe, je savais pas qu'il parlait arabe, mais il parle aussi un petit peu arabe. Ses parents, je rappelle, sont d'origine syrienne à Sami Zayn, et c'est pour ça je pense qu'il y a un conflit politique entre la Syrie et l'Arabie Saoudite, j'en sais rien. Et donc du coup là, c'est un petit peu aussi la libération pour lui. Il a pu aussi un petit peu parler dans cette langue qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser à la télévision, et j'ai trouvé ça vraiment super. Et Sami Zayn, il était très content, très ému, et ça m'a beaucoup touché. Moi j'aime quand les gens sont contents et émus, et je partage leur bonheur, et voilà, j'ai vraiment adoré ça. Donc petite parenthèse par rapport à ça. Ensuite, parlons du match en lui-même. C'était un match pas terrible en vrai, c'était très standard, très simple, c'était bon, mais c'était un match classique par équipe. On a bien sûr eu ce moment déclencheur avec les Usos qui sont arrivés pour d'abord buter Kevin Owens, le mettre sous la table, ensuite voilà, il s'est passé plein de choses ces dernières semaines, et je me suis quand même tenu un peu informé des actions de Jimmy Uso, voilà, le frère Uso qu'on n'avait pas vu de l'année 2022, le membre de la Bloodline qui était le moins important depuis les débuts de cette storyline. Et ben c'est son heure, c'est
son moment, on change un petit peu les cartes et j'ai trouvé ça génial. D'abord j'ai trouvé génial les petites promos que j'ai pu voir aussi un petit peu traduites en français. Merci Univers Catch d'ailleurs sur Twitter de faire ça parce que moi ça me permet aussi de voir en 2-2 ce qui se passe. Et donc j'ai bien vu qu'il y avait des dissensions entre Roman Reigns et Jimmy Uso, comme il y a déjà eu des dissensions à l'époque avec Jay. Et ben, je me suis dit quand même, est-ce qu'il va se passer un truc, un espèce de point de non-retour à Night of Champions ou pas encore? Et ben, je ne m'attendais pas à ce que ça pète, mais ça a pété entre la Bloodline, enfin entre les membres de la Bloodline, entre les Usos et Roman Reigns notamment. Jimmy, il y allait de son super kick, non pas une fois, mais 2 fois. Et alors, Jimmy Uso, il nous a transmis une émotion incroyable. C'était l'intensité qu'il avait quand il était avec son frère Jay. Là, Jay, il passe son temps à se manger les doigts comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? What do you do? What do you do? Bah oui, parce qu'avec Sami Zayn, c'était exactement pareil. Et il est toujours un peu, Jey Uso, il est toujours en mode mais putain, mais qu'est-ce que vous faites les gars autour de moi? Vous êtes pas serein. Alors que Jey Uso c'est quand même le premier à avoir été contre Roman Reigns. Mais du coup, il y a eu un vrai moment avec Jey. Je me suis dit, est-ce que Jey va aussi lancer un super kick sur Roman parce que voilà son frère? Est-ce que Jey va allumer Jimmy parce qu'il est quand même avec son cousin Roman Reigns? Et je me suis posé un milliard de questions et c'est ça que j'adore. Parce que dans le catch, c'est quand même assez rare qu'on soit surpris. Généralement, enfin surtout quand on connaît un petit peu bien, qu'on en discute comme ça sur YouTube et tout, et surtout quand ça fait des années qu'on regarde, on arrive un petit peu à prédire ce qui peut se passer. Et là, j'étais comme un fou en mode qu'est-ce qui va se passer? Et c'est tellement rare en fait que ça m'a fait un grand bien, ça m'a fait très plaisir. Et je considère cet épisode de Night of Champions un peu moins bien peut-être que le chef-d'œuvre du Royal Rumble, mais quand même je le classe quand même assez haut dans les segments de la Bloodline et dans les péripéties finalement de cette série qui est aussi intéressante qu'une saison de Game of Thrones. Donc voilà, Jimmy Uso a finalement fait ce que son frère Jey n'a jamais pu faire, c'est-à-dire envoyer un super kick dans la tronche de Roman Reigns. Et donc je me demande comment ça va se passer au niveau des interactions entre ces 3 hommes-là, donc Roman Reigns, Jey et Jimmy. Que va faire Jey Uso? Est-ce qu'il va se ranger du côté de son frère? Est-ce qu'il va se ranger du côté de son cousin? Est-ce que ça va exploser dans tous les sens? Je vais regarder, je pense, je vais essayer de trouver le temps de regarder au moins SmackDown. En plus, c'est beaucoup moins long que Raw. Et j'espère aussi pouvoir vous en parler, même si c'est compliqué en ce moment, parce que j'ai très envie de suivre ce qui va se passer autour de cette Bloodline. Roman Reigns et Solo Sikoa ne sont pas champions par équipe. Ça, je m'y attendais d'une certaine manière, puisque ça aurait fait trop. On aurait été un peu dégoûté, je pense, de voir Roman Reigns à nouveau avec les titres. Là où justement Sami Zayn et Kevin Owens avaient besoin de terminer cette histoire une bonne fois pour toutes. D'ailleurs, je pensais que c'était fini après Backlash. Vous vous rappelez, je vous ai dit que je pensais que c'était fini après ce 3 contre 3. Mais non, parce qu'il y a ensuite encore eu Roman Reigns et Solo Sikoa, mais cette fois-ci, je pense que voilà, là, je vois pas comment on peut encore continuer, puisque voilà, ça va vraiment partir en conflit interne du côté de la Bloodline. Et Sami Zayn et Kevin Owens, ils ont fait de boulot, bravo à eux, c'est des champions légitimes, et ils vont pouvoir continuer comme ça pendant des mois et des mois, on leur souhaite. On termine donc le show Night of Champions avec Roman Reigns assis par terre, qui subit sa première défaite depuis... je sais même plus, enfin après c'est pas vraiment, il a pas eu les épaules clouées au sol, mais il a quand même perdu et il est là blasé par terre et il regarde Sami Zayn qui lui montre les ceintures comme ça. La boucle est bouclée les gars, la boucle est bouclée et c'était vraiment très très bien, j'ai vraiment adoré ce Night of Champions et encore une fois, c'est le jour des 1000 jours de règne pour Roman Reigns, où il perd pour les 1000 jours de règne, ça a tellement de symbolique et c'était tellement bien. J'ai vraiment adoré Night of Champions, pour moi je le mets dans les top pay-per-view cette année. Peut-être trop, peut-être, je sais pas, peut-être que je me suis trop hypé, peut-être que ça fait trop longtemps que je regarde pas de catch. Je sais pas, parfois l'état d'esprit, comme j'ai déjà dit dans la review de Backlash la dernière fois, souvent en fonction du mood qu'on a, on n'a pas le même ressenti par rapport à un show. Là j'étais dans un bon mood et j'ai adoré ce qui s'est passé. Maintenant dites-moi, vous dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez pensé comme moi que c'était vraiment génial, que c'était très bon Night of Champions, ou c'était moyen, s'il y avait du bon, du moins bon, ou si vous n'avez pas aimé. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires dès ce soir. C'était Dr Wrestling, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.